Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire consacré à l'articulation entre éthique et management. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui et nous allons passer une petite heure ensemble. Alors, excusez-moi, je vais être obligée de faire rentrer les gens en même temps. Voilà. Donc, vous commencez un petit peu à nous connaître. Le docteur Sahar Moussa Badran, qui est présente actuellement, est l'actuelle directrice du site d'appui Champagne-Ardenne de l'EREJ. Amandine Androchiff, donc moi-même, qui est la coordinatrice de ce même site d'appui. Nous avons la chance aussi d'avoir Rachel François, notre secrétaire, avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, je me permets un bref rappel de quelques règles et quelques bonnes pratiques pour que ce webinaire se passe au mieux. Merci de garder vos micros coupés pendant toute la durée de la présentation pour éviter les bruits parasites. Si vous souhaitez poser une question, utilisez l'onglet chat. Nous prendrons un temps dédié à la fin de la présentation pour y répondre. Et ce webinaire est enregistré et le replay ainsi que les supports que nous avons élaborés avec Angélique Macquart vous seront envoyés par la suite. Alors, le programme du jour, nous avons l'honneur d'accueillir Angélique Macquart-Le Tourneau, qui est docteure en sciences de gestion et du management, coordinatrice de la démarche éthique du CHU et de l'UFR de santé de Reims. Elle est notamment l'autrice d'une thèse soutenue en 2023 intitulée « Influence de l'éthique dans la gouvernance des établissements de santé et sur les pratiques managériales des cadres de santé » et d'un ouvrage qui est issu de ce travail de thèse, paru en 2024 et qui est intitulé « L'éthique managériale des cadres de santé, comment répondre aux défis organisationnels et humains ». Alors aujourd'hui, Angélique ne va pas se présenter comme une experte, mais bien comme quelqu'un qui va partager ses réflexions avec nous en toute humilité, en toute bienveillance. L'idée, c'est vraiment qu'elle nous partage ses réflexions, ses pistes d'action autour des enjeux de l'éthique appliquée au management. Alors, pour plus de convivialité, dans l'espace-temps de ce webinaire, nous utiliserons simplement nos prénoms. Ce sera plus simple. Donc, Angélique, Amandine et Sahar. Merci encore pour votre présence et pour votre participation. Et je vais maintenant laisser la parole à Angélique pour entrer dans le vif du sujet. Alors. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie Amandine qui va faire défiler mon diaporama au fur et à mesure parce que comme j'ai des soucis de connexion, j'avais un problème de partage de connexion pour le coup. Donc, dès qu'on verra voilà, apparaître le diaporama. Angélique, c'est bon? Tu vois le diapo? Oui, 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 Allez, impeccable. c'est parti. Okay. La parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, merci à l'EREJ, en tous les cas, j'en pardonnais de m'accueillir et de m'offrir cette place pour mettre en avant finalement la question de l'éthique dans le management. Donc, effectivement, ces dernières années, on a vu fleurir un engouement pour l'éthique dans les entreprises, qu'il s'agisse des relations avec les fournisseurs, les clients, de la responsabilité, notamment la responsabilité sociale de l'entreprise, on l'entend beaucoup, donc pour préserver les ressources de notre planète, mais aussi les relations de travail, et l'entreprise donc peut être qualifiée de socialement responsable. Dans les établissements de santé, la préoccupation éthique était traditionnellement axée sur les soins, mais elle touche aujourd'hui la gestion, on l'entend de plus en plus. Elle s'invite progressivement au cœur même des fonctions de direction ou d'encadrement, notamment sur l'interrogation de l'implication éthique de leurs décisions. Donc, dans cette présentation, je vais revenir sur quelques dates clés qui montrent que la question de l'éthique et du management, finalement, n'est pas si nouvelle. Puis ensuite, j'en préciserai les contours par l'approche de quel concept d'éthique d'organisationnel et managérial, juste une appropriation parce qu'on n'ira pas en profondeur pour arriver finalement à quelques pistes de réflexion concrètes sur le management. Alors, on peut se demander quelle place pour l'éthique dans le management. Alors, pour commencer, effectivement, en 2003, déjà dans le rapport Cordier, précise qu'il faut insérer la réflexion éthique dans une approche globale du fonctionnement hospitalier. Donc là, ici, on parle bien du fonctionnement global et non une seule appréciation de la réflexion qu'au niveau des soins. Donc déjà en 2003, c'était les prémices de ce qu'on peut appeler aujourd'hui finalement l'éthique managériale ou organisationnelle. En 2010, diapo suivante Amandine, s'il te plaît. En 2010, donc, ce sont 3 directeurs d'hôpitaux, Cédric Arcos, Aude Kempf et Eric Martinez, sous la direction d'Édouard Couty, qui se penchent sur le sujet. Donc, ils indiquent, eux, que seule la rencontre entre l'éthique et le management permet de porter sur les contradictions et les conflits, un regard qui ne perd pas le sens de l'humain.
Donc, nous verrons un peu plus loin en quoi l'apport de l'éthique dans le management permet de maintenir finalement le sens de l'humain. Hein, et c'est ça dont il est question. Diapo suivante. En fait, là, ensuite, la crise Covid a fait son chemin. Entre-temps, puis en 2022, le CCNE nous invite à repenser le système de soins sur un fondement éthique, notamment en remettant l'éthique au cœur de la santé, mais aussi en intégrant, en déployant la culture éthique, faire vivre une éthique du respect des parties prenantes et enfin construire une culture de la concertation et de la co-construction. Donc là, on voit bien l'évolution au fur et à mesure de finalement de l'avancée et en tous les cas de l'intérêt de l'éthique dans ce sujet. Puis ensuite, en 2023, diapo suivante, c'est le comité éthique de la Fédération hospitalière de France qui émet un avis sur comment prendre soin des professionnels de santé. Donc, il encourage à développer les temps et les espaces de réflexion éthique, et notamment en termes d'éthique et de management. Hein. Donc, ça, c'est ce que j'ai bien souligné dans le diaporama. Mais aussi mieux valoriser les professionnels. Donc, il rappelle l'importance du management et invite les directions, les médecins et les cadres à suivre des formations à l'éthique. Donc, un autre point de vigilance est la considération du climat éthique dans un établissement et notamment favoriser un climat de travail bienveillant, de confiance, avec du respect mutuel. Donc, c'est alors que finalement, on peut constater que l'éthique est de plus en plus présente. On peut dire voilà, qu'elle se retrouve un petit peu partout, notamment au travers déjà de nos recommandations, hein, quelques exemples que je viens de vous citer juste avant. Ensuite, on voit bien qu'elle est présente au regard de notre loi, donc l'éthique normative, hein, la loi HPST, avec la mise en place, en tous les cas, d'espaces de réflexion éthique ou de comités d'éthique, enfin un lieu dédié à l'éthique en tous les cas. La loi des bioéthiques, la déontologie, donc voilà, tout ça, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle l'éthique normative. Ensuite, par rapport à l'éthique de la responsabilité de la discussion, il y a la charte de l'éthique et de la responsabilité des directeurs, donc il y a un point spécifique qui les concerne par rapport à l'éthique. Notamment, c'est indiqué que la responsabilité des directeurs vise à définir au-delà de la déontologie et les droits et obligations des fonctionnaires des pratiques professionnelles respectueuses des valeurs. Donc, ça renvoie bien à l'éthique, hein, dans le respect des valeurs, ça c'est un point spécifique de l'éthique. Ensuite, nous avons tout ce qui est l'éthique spécifique aux soignants, avec l'éthique clinique, l'éthique réflexive, l'éthique du care et du prendre soin. Et ensuite, donc le domaine que j'ai étudié plus spécifiquement dans ma thèse, l'éthique spécifique aux organisations, au management, puisque l'éthique managériale est une branche de l'éthique organisationnelle en fait. Mais alors, qu'est-ce que l'éthique, hein? Donc là, c'est juste pour resituer un peu sans vous donner un cours formel. Hein. Voilà, on est dans une démarche de réflexion, en fait. Quand on parle d'éthique, c'est bien une démarche de réflexion hein, pour définir le bien agir, l'agir juste, au regard de nos contraintes, dans des situations déterminées. L'éthique est une tâche sans fin puisque finalement, on voit bien que quand on est dans une réflexion éthique, tout est amené à évoluer. Hein. Donc, on est bien dans une tâche sans fin et c'est pas parce qu'on a mené une réflexion que le lendemain, le surlendemain, un mois après, on ne peut pas finalement re-questionner ce qu'on a déjà questionné. Hein. Donc, c'est pour ça que si on prend la définition de Rich, voilà, ça indique qu'il cherche ce qui est vraiment bien et juste au-delà de la morale, du droit et de la loi, mais qu'effectivement, c'est une tâche sans fin et qu'on remet toujours en distribution si on veut. Hein. Voilà. Donc, pourquoi elle intéresserait nos organisations hein. Et là, je me rapproche finalement du triangle de Ricoeur, hein, qui dit que l'éthique consiste à vivre une vie bonne avec et pour autrui, dans des institutions justes. Donc là, la visée éthique se révèle ici dans la relation à soi-même, par la visée d'une vie bonne, par la relation avec les autres, par la recherche de la sollicitude, et par la relation avec les institutions, par le sens de la justice, dans le sens de ce qui est juste, hein, donc l'équité. Voilà. Donc, on pourrait se demander quelle est la contribution de chacun à faire vivre ces différents pôles, hein, ces trois pôles, hein, le souci de soi, le souci de l'autre et le souci de l'organisation. Et c'est en ce sens que on voit bien que chacun on a notre place dans une organisation et chacun a un impact pour soi, pour les autres et pour une institution. Voilà.
Donc, nous pouvons nous interroger si l'éthique et le management, finalement, est une association possible. Donc, l'éthique managériale est une branche de l'éthique organisationnelle, donc qui inspire. Vas-y, tu peux cliquer, Amandine. Voilà, encore, voilà. Qui inspire et régule les comportements organisationnels spécifiques, à savoir donc le management ici, puisque c'est plus ça que l'on vient parler. Pour exemple, nous pouvons prendre l'exemple de favoriser un climat éthique. Et là, c'est-à-dire chercher à insuffler plus d'humanité dans le quotidien par des perceptions partagées d'un comportement vu comme juste en s'appuyant sur les valeurs communes et les principes éthiques. Voilà. Mais alors, l'éthique organisationnelle, si on parle d'éthique organisationnelle, je prends référence à Michel Dupuy qui dit qu'elle a une vocation pratique. Elle cherche à instaurer et entretenir une forme de vie bonne dans le cadre d'un service, d'une entreprise, d'une organisation en général. Vous voyez, donc en fait, la définition de Michel Dupuy reprend un peu le triangle de Ricoeur, hein, une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir dans cette forme d'éthique organisationnelle, c'est cette vie bonne pour tous, en fait. Hein. Donc, comment on entretient cette vie bonne pour tous. Donc, on va affiner maintenant la notion d'éthique managériale. Et là, je prends référence à Ghislain Deslandes, hein, qui est philosophe, qui indiquait que l'éthique managériale est l'un des domaines les plus vigoureux de la recherche en management. Hein. Il la définit comme l'évaluation morale des actions managériales. Elle s'intéresse donc à la conduite des managers dans la conduite des organisations dont ils ont la responsabilité. Donc, on est bien sur la responsabilité qu'ont les managers de la façon de finalement s'inquiéter des professionnels qu'ils ont sous leur responsabilité. Donc l'éthique managériale, hein, finalement, prescrit et recommande là où le management éthique expérimente, agit, opérationnalise l'éthique managériale. Voilà. Donc on a une prescription et on a l'opérationnalisation. Donc nous allons voir après, au travers finalement des mots de Walter Esbin, comment le management éthique est là pour prendre soin de l'humain au travail. Donc lui, il précise que l'éthique appliquée au management relève de la notion de prendre soin. On a plus d'habitude d'entendre parler de prendre soin finalement dans notre quotidien pour les patients, les résidents, enfin voilà, les gens vulnérables. Et là, on est finalement dans le prendre soin de l'humain au travail. Donc, il dit qu'il s'agit d'un prendre soin qui s'adresse à l'humain au travail, qui vise son bien, qui comporte les mêmes exigences de respect, de sensibilité, de subtilité, de délicatesse, de bienveillance, d'humilité, de générosité, que celles qui concernent l'humain malade ou dépendant, et qui requiert de la part du cadre d'aiguiser sa vigilance et de déployer son intelligence des situations. Donc là, l'intention première qui sous-tend les actions et comportements est bien en lien avec le management qui devrait être la visée du bien. Et là, il ne s'agit plus de s'intéresser à la personne au travail en tant que sujet productif, avec une vision utilitariste, mais bien d'être humainement concerné par l'être humain afin qu'il se sente considéré, reconnu, estimé. Et bien sûr, derrière, il fait son travail. Mais c'est avant tout considérer l'être humain et non pas le sujet de production de travail, en fait. Voilà. Donc finalement, du leader au leadership éthique, une évolution, oui, on constate une évolution depuis plusieurs années de la notion de leader, parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui, selon toujours Michel Dupuy, du chef ou de la figure d'autorité, mais d'un rassembleur capable de réaliser des consensus autour d'un projet pour qui l'autorité est importante, mais non centrale et systématique, en fait. Hein. Au rôle de meneur, ayant la capacité aussi de pilotage et disposant d'une grande résistance physique et mentale pour gouverner, aujourd'hui on attend plus un leader qui module son comportement, qui s'adapte, qui fait face au changement, qui établit des relations adaptées. Donc peut-être un peu plus de tempérance dans la forme de leader, en tous les cas attendu aujourd'hui. Donc il est attendu d'un leader éthique, hein, un être humain,
voyez, la forme d'humanité revient hein, dans toute l'ampleur du terme. Acteur raisonnable, animé d'émotions, ça veut dire que le leader ne doit pas nier ses émotions. Hein. Ça ne veut pas être rempli de sensiblerie, mais garder cette sensibilité justement pour pouvoir partager des conditions d'humain à humain, donc animé d'émotions. Décideur intelligent et sensible, hein, on regarde encore cette sensibilité, solidement ancrée dans le présent mais également dans un présent épais, riche des expériences passées. Ça veut dire qu'on se sert du passé pour ancrer dans le présent et être ouvert finalement sur les propositions de l'avenir. Donc ça, c'est un peu le discours de Michel Dupuy par rapport à ce qu'on attend d'un leader éthique. Donc, il y a plusieurs qualités prévalentes pour le leader. Là, j'en ai pointé une prévalente, mais voilà, il y en a plein d'autres. Hein. La première, c'est l'empathie. L'empathie qui revient régulièrement dans les écrits de diverses personnes. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est peut-être celui-là qui est un des plus prédominants. Donc l'empathie, parce que finalement, il permet le rôle d'ajustement, il inspire et transforme. Voilà, ça permet, quand on est empathique, une disponibilité par rapport à la compréhension de l'autre. Ça permet finalement peut-être un peu plus d'humaniser ces rapports qui sont un peu moins hiérarchiques. Donc c'est en ce sens que l'empathie redonne du sens au leader éthique. Alors là, je voulais vous présenter un exemple de dilemme qui avait été évoqué par un faisant fonction cadre que j'avais enquêté durant ma thèse. Donc un exemple de dilemme. Hein, donc il dit: j'ai fait preuve de loyauté en imposant à mon équipe une décision concernant des règles de rythme de travail qui allaient à l'encontre de mes valeurs, mais elle m'était imposée. Donc, c'est une situation qui concerne les agents, ça touche l'équipe. Moi, ça m'affecte, en fait, parce que forcément, ce n'est pas ce que je voudrais pour eux. Moi, je veux leur bien-être, qu'ils puissent s'épanouir dans leur travail. Et quand on fait des choses qui sont incompatibles, on fait les choses. Et je n'aime pas ça. Mais on m'a demandé de le faire. On m'a dit, c'est comme ça, ton travail, c'est de leur expliquer. C'est un crève-cœur parce que je leur ai expliqué quelque chose que je ne comprenais pas. Voilà, donc là, ça montre bien que là, on a un manager hein, qui est loyal envers sa hiérarchie, hein, mais donc loyal jusqu'à quel point, puisque lui, il est aussi dans ce dilemme éthique-là, confronté, heurté par rapport à ses valeurs. Effectivement, il y a parfois des décisions que l'on doit faire appliquer parce que voilà, c'est comme ça, mais quelle est la meilleure façon finalement de faire passer le message à passer aux équipes en fait, hein, c'est un peu ça, sans pour ça que chacun se sente heurté dans ses valeurs. Hein, voilà. Donc, voici un exemple. Ensuite, ce que je remarque, effectivement, c'est une place prépondérante aux émotions. Hein. Donc là, encore trois témoignages. Hein. Donc, Anna, alors c'est des prénoms d'emprunt, hein, d'accord. Anna, cadre de santé qui est depuis 6 ans à l'époque de l'enquête, hein, qui se disait écœurée des décisions prises, du manque d'écoute et de considération. Pour Gisèle, on n'est pas entendu. Je suis en colère après le système et attristée de voir que ça évolue comme ça. Pour Benoît, lui, c'est l'hôpital, ça rend un peu triste, ça déprime un peu, difficulté avec mes valeurs, dégoût de ce qu'on te fait vivre. Voilà, donc on voit bien que finalement, les émotions, les valeurs sont liées. On voit bien que dans le dilemme éthique, c'est qu'il y a des contradictions dans finalement ces émotions et ces valeurs et comment on doit tenir compte peut-être, hein, c'est une question peut-être à vous poser en tant que manager, hein, empreint d'éthique managériale, de prendre en compte ces émotions. Voilà, dans la considération toujours de l'humain au travail qu'on a en face de nous. Donc, quelques propositions hein, pour un peu aller plus loin. Hein, elles ne sont pas exhaustives, hein, il y en a plein d'autres. Hein, mais pour être finalement dans l'éthique managériale, on pourrait se dire à un moment donné, favoriser une démarche de réflexion collective hein, pour défendre les valeurs éthiques dans l'intérêt de tous. Pourquoi? Ça permet une prise de recul des situations. Aussi une ouverture vers un processus post-New Public Management. Hein, donc là, favoriser davantage la co-construction du changement pour favoriser la dynamique participative. Hein, pourquoi pas être dans un co-management, être concerné par la réflexion éthique dans les différents domaines d'activité d'établissement et renforcer les formations en éthique pour aider à la prise de décision. Voilà, il y a certainement d'autres pistes, mais là, c'est 4 que je souhaitais mettre en avant aujourd'hui.
Ensuite, ça, c'est ce que j'ai aussi étudié dans ma thèse. Quelques questions à considérer. En tous les cas, quand on veut considérer le caractère éthique d'une décision, c'est un exemple de questionnement. Là, c'est pareil, hein, c'est pas fermé, ça se veut ouvert. Hein. Donc, quand vous avez une décision à prendre par rapport à la situation, posez-vous est-ce que finalement, ma décision est-elle conforme à la loi? Est-elle équitable? Est-ce que je suis fière de la décision que je viens de prendre? Est-ce que je suis la morale de l'établissement? Est-ce que l'intention et le résultat de la décision est préjudiciable pour qui que ce soit? Est-ce qu'il y a des options possibles pour des résultats similaires, voire meilleurs? Est-ce que l'expression de la parole de chacun a été respectée lorsque j'ai pris ces décisions? Et est-ce que la décision, elle peut délaisser une personne ou un groupe, etc. Si vous répondez oui, non, ben, à vous re-questionner, ben, est-ce que c'est la meilleure décision ou pas, en fait. Ça ne veut pas dire que tout est dicté par ces questions, hein. C'est juste pour vous re-questionner, pour vous dire, ben oui, finalement, c'est peut-être la décision la plus juste que j'ai prise là, aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, ça aurait été celle-là. Hein. Voilà. Là, je souhaitais vous mettre en avant 6 types de situations éthiques, hein, ce qu'on appelle des vigilances éthiques. Hein. Donc là, ça ne vient pas de moi, mais je trouvais que c'était intéressant. Ça vient en référence de Drolet, voilà, qui est en bas d'écran, mais que vous pourrez retrouver dans les références. En fait, on peut voir 6 vigilances éthiques, à savoir l'aveuglement éthique. Donc là, c'est quand un professionnel ne perçoit pas les valeurs en jeu dans une situation. Et là, il manque de sensibilité éthique à l'égard de certaines valeurs. Donc là, vous pouvez remarquer en tant que manager, ah ben tiens, attention, j'ai un professionnel, il faut peut-être le faire travailler autour des valeurs, vous voyez, par exemple. Ensuite, la myopie éthique, hein, c'est quand un professionnel estime que ce que lui partage, eh ben, c'est supérieur à ce que les autres pourraient partager en termes de valeurs. Hein. Donc, il a tendance à imposer sa vision des choses. Donc là, on serait dans une myopie éthique. Ça veut dire, ben, admettons, moi j'ai raison, les autres, ce qu'ils disent, je n'en tiens pas compte. Vous voyez. Donc, prendre en considération que son propre discours, que sa vision. Le dilemme éthique, c'est peut-être ce qu'on rencontre le plus, en tous les cas, ce que les professionnels sous votre responsabilité, si là où il y a des managers dans l'assistance, vont rencontrer le plus, c'est-à-dire une situation où ils sont confrontés à un choix déchirant. Ils sont partagés entre plusieurs options, non optimales, hein, comme on dit, mais il faut quand même faire un choix. Hein, voilà, donc on est dans ce qu'on appelle le dilemme éthique. La tentation éthique, donc là, c'est quand on a une option éthiquement désirable qui s'oppose à une option peu ou moins désirable d'un point de vue éthique, hein, et ça attise la tentation. Hein. Donc, il y a, si on veut, une situation de conflit d'intérêts. Voilà. Ensuite, le silence éthique, c'est quand un professionnel constate un manquement éthique de la part d'un autre professionnel et qu'il ne le dénonce pas. Voilà, par peur, par crainte, peu importe. Enfin, en tous les cas, voilà. Donc, en tous les cas, il se tait, hein, il n'ose pas parler. Voilà. Et la détresse éthique, c'est quand un professionnel, il croit devoir faire pour bien agir donc son acte ou sa profession ou autre, mais il rencontre des obstacles qui l'empêchent d'agir en ce sens. Et c'est là que le professionnel tombe un peu en perte de sens, qu'il ne voit plus d'intérêt, et puis qu'il peut finir en épuisement professionnel. Donc ça, c'est pareil, la détresse éthique, vigilance par rapport à ça quand finalement un professionnel peut s'impliquer beaucoup et à un moment donné, ben, il ne s'y retrouve plus non plus dans l'intérêt qu'il a au travail, peut-être par manque de considération. Hein, enfin, il y a plein de choses qui font qu'un professionnel ne peut ne pas être reconnu et donc il s'épuise. Hein. Alors, je souhaitais vous mettre en avant justement un colloque qui se passe prochainement au mois de novembre, 20 et 21 novembre 2025, qui s'intitule Prendre soin de la pratique des soignants, le projet d'organisation éthiquement réinventé. Donc, c'est un colloque qui est encore ouvert aux inscriptions, mais en tous les cas, c'est aussi bien adressé aux managers qu'aux professionnels, hein, tout confondu, hein, de la santé, du sanitaire, social, les différents types de professionnels. Hein, c'est pas réservé que aux managers, aux cadres, etc. C'est bien ouvert à tous puisqu'on est tous concernés par le prendre soin de la pratique des soignants. Donc les inscriptions sont encore possibles en ligne et on espère vous y retrouver prochainement. Et ensuite, ben, je terminerai
en mettant en avant que l'éthique managériale, en fait, elle permet de porter son regard sur les personnes en tant que sujet. Et ça, c'est important. Considérer les personnes en tant que sujet, non pas objet de travail, mais bien sujet qui va apporter une plus-value au quotidien, voilà, sur leur conduite en visant à agir juste, sensé. Et cette éthique, elle se veut concrète. Et ça, c'est l'idée que j'essaye d'amener au quotidien, que l'éthique, ne pas la rendre philosophique, mais bien concrète, concrète pour chacun, inscrite dans la réalité des pratiques et des comportements. Le déploiement de l'éthique s'appuie donc sur la dynamique de réflexion en équipe, donc le partager ensemble, réfléchir ensemble, qui doit être cultivé, instauré sur des bases régulières, où la parole de chacun est considérée comme pertinente. Donc, ne jamais avoir peur de parler dans le groupe et ne pas juger. Voilà. Ça permet de se projeter ensemble vers une éthique concrète et ainsi on peut parler d'intelligence du collectif au service du singulier, c'est-à-dire au service de la compréhension et de l'analyse de situations toujours singulières, parce que les situations, si elles sont singulières, elles sont toujours humaines en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on est face à des humains, voilà. Nous, managers, on est face à d'autres managers et donc on est face à des humains vis-à-vis des humains. Et ça, c'est un grand pas de l'éthique dans le management à avoir en tête avec la place des valeurs et la place des émotions surtout. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Angélique, pour cette présentation. Donc, on va peut-être passer aux questions. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle veut se lancer sur une question. Non, la première a l'air d'être très, très compliquée à démarrer. Je vais peut-être commencer. Donc, Angélique, vous mettez en avant vraiment l'empathie comme une qualité très importante pour un leader. Selon vous, est-ce que on peut la développer d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ça s'apprend? Alors, l'empathie, est-ce que ça s'apprend? Bon, en tous les cas, on peut évoluer au fur et à mesure, je pense, travailler sur soi pour, si on ne l'a pas de façon, vous savez, intuitive, en tous les cas, développer cette capacité d'empathie, d'écoute à l'autre, d'attention à l'autre, en fait. On est sur ça. Euh, et puis en parallèle de l'empathie, je pense qu'il y a d'autres qualités clés à développer pour un leader éthique. C'est cette attitude donc de respect, de partage, d'aide, d'encouragement qui est importante et qui rentre dans l'empathie. Euh, En fait, un leader qui a le souci éthique, c'est-à-dire la visée du bien pour tous. Voilà, c'est ce qui me paraît en tous les cas prévalent. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, tout à fait. Moi, je veux bien intervenir, donc Christelle Idiribros. Donc en fait, moi, j'ai écrit mon mémoire de fin d'études, mon travail de fin d'études sur cette thématique, la thématique du sens notamment, où je suis allée faire donc des entretiens au niveau des professionnels, professionnels qui constituent une équipe de soins, infirmières, aides-soignantes, en EHPAD, donc il y a psychologues également, cadres et cadres de pôle. Alors, j'ai pas réussi à toucher le médecin. J'espère que j'arriverai pour la soutenance. Ça serait plutôt pas mal. Et suite à ça, en fait, j'ai rencontré les directions des soins, directeurs. Et en fait, le souci que je me pose aujourd'hui, effectivement, je suis convaincue. Alors, j'ai lu votre livre, enfin ton livre, Angélique, il est extraordinaire. Enfin, je me suis beaucoup retrouvée d'ailleurs dans les discours que tu as développés dans ton travail et dans les discours que j'ai pu entendre en EHPAD. Vraiment, ce sont les mêmes discours, les mêmes problématiques, les mêmes dilemmes, la même souffrance, autant chez les cadres que chez les professionnels de proximité au niveau du soin. Et alors, donc là, je suis convaincue de tout ce qui se dit et de là où il faut agir avec l'avis du CCN, qui est 140, qui reprend bien là où il faut agir.
En revanche, quand je rencontre les directions, c'est là où ça me pose question. C'est-à-dire que, alors les directions, elles vont pas du tout contre ce qui se dit, hein, elles attestent même, hein, elles valident, elles acquiescent, mais après, qu'est-ce qu'elles peuvent, qu'est-ce qu'elles sont en mesure, elles, ou de vouloir faire, ou vraiment de l'engagement à faire, c'est là où ça me questionne en fait. C'est-à-dire que libérer du temps, ça c'est quelque chose qui est indispensable. Si on veut qu'une équipe puisse réfléchir, et c'est vraiment à l'unanimité, toutes ont dit qu'elles avaient besoin de temps de concertation, d'échange, et notamment face à des situations complexes, des situations avec des dilemmes éthiques. Et là, dans quelle mesure la direction est en capacité d'entendre ça et surtout est en capacité de mettre en place des actions pour qu'on puisse dégager du temps. Parce que vraiment, le temps du cadre, aujourd'hui, il est pris dans l'administratif, c'est une course effrénée, et le cadre n'arrive pas à dégager du temps sur l'essentiel d'accompagner l'équipe à prendre soin et d'accompagner l'équipe aussi et de prendre soin de son équipe aussi. Et donc, c'est vraiment ça qui m'interroge, c'est comment, si les directions ne se saisissent pas de ça et si les directions finalement ne se disent pas, nous aussi, il faut qu'on se questionne sur comment on peut réorganiser, comment organiser un travail collectif avec les cadres pour réorganiser, mettre en place des priorités, eh bien, comment le cadre peut se saisir de ces opportunités. Alors oui, il va se former, effectivement, mais à un moment donné, le dilemme que tu as mis en valeur, hein, c'est-à-dire que bah oui, j'ai la loyauté aussi de ce qu'on me demande, de ce que mes directions me demandent, mais comment je peux comment je peux faire pour être le mieux possible avec mes équipes et avec moi-même pour mettre en place ce qu'on me demande. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aujourd'hui, ma question, elle est Oui, vraiment alors, je sais ça. pas si j'ai pas de réponse toute faite, hein, on Oui, est vraiment dans l'échange, hein, parce que ouais, c'est évidemment, ça. j'ai pas de réponse toute faite. C'est sûr que le climat éthique, il faut une impulsion quand même organisationnelle de la tête, mais pas que, hein, d'accord. Ça veut dire qu'un cadre aussi dans son unité peut quand même prendre des décisions pour organiser une réunion à son niveau, hein, avec ses équipes. Aujourd'hui, alors, bon, là, on est interne au CHU, mais moi, de par mon poste, je rencontre les équipes et on échange autour des dilemmes éthiques qui fait que on mène ces temps de réflexion, en tous les cas, autour de problématiques, hein, de ce qu'on appelle le dilemme éthique. Hein. J'essaye d'employer les mots les plus simples possibles. Après, pour les problématiques des cadres, rien n'empêche de faire à un moment donné ce qu'on fait pour finalement les professionnels et leurs dilemmes du quotidien des soins. Pourquoi pas faire un temps de réflexion éthique autour d'un problème managérial et de le faire sous la même forme avec une méthodologie de réflexion éthique telle que, alors moi je dis que je peux l'animer en proximité, mais voilà, peut-être que ça c'est une piste où tu pourrais orienter vers une réflexion autour voilà, une démarche de réflexion éthique autour d'un dilemme managérial, hein, voilà, pour réfléchir ensemble à un moment donné, que ça fasse l'objet, pourquoi pas, si vous avez des temps de réunion, 4 sup, etc., ben, que ça fasse un point. Il n'y a peut-être pas besoin de 2 heures. Hein. On sait bien qu'il n'y a pas besoin de 2 heures pour engager une réflexion. Moi, ce que je commence à entrevoir dans la méthodologie que je mène en proximité avec les professionnels de tout ordre, hein, d'accord, ça va direction, cadre, des paramédicaux, etc., hein, ou des étudiants, c'est que la méthodologie qui commence à se dessiner, en tous les cas, c'est de partir soit du sujet, soit d'une situation, de repérer la question éthique, parce qu'il faut partir d'une question éthique, sinon on part un peu dans tous les sens, mais quelle est la question éthique et peut-être d'en cibler qu'une, parce qu'on ne peut pas tout traiter en une fois. Donc, il faut peut-être cibler la question éthique dans un premier temps, si on est dans une dimension éthique. Peut-être après s'orienter, quel est réellement le problème pour chacun, vous voyez. Alors, moi, je fonctionne parfois avec le WooClap parce que je trouve que chacun peut s'exprimer, mais son mot, et après, on peut repartir à partir de ça.
Donc, voilà, quel est le problème? Ensuite, justement, ben, dans cette difficulté, dans votre problème par rapport à la situation, quelles sont les valeurs qui sont heurtées, touchées, voilà. Et ensuite, on arrive à la place des émotions. Quelle émotion ressentez-vous dans cette situation? C'est important de livrer ces émotions aussi pour pouvoir passer le cap de l'après. De l'après, c'est-à-dire comment on envisage la réflexion, la poursuite de la réflexion. Et une fois qu'on a passé ça, sur le temps de réflexion que je mène avec les équipes, c'est qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Parce qu'en faisant ces deux cases, alors ce n'est pas de moi en tous les cas, pour le coup j'ai été initiée par Walter Esbin à faire cette distinction, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Donc quand on le dit aux professionnels, qu'est-ce qui dépend de vous, qu'est-ce qui ne dépend pas de vous, ça permet de faire deux colonnes et d'identifier que ce qui ne dépend pas d'eux, finalement, il ne faut pas qu'ils perdent du temps à essayer de mener des actions autour de ça, puisque ça ne dépend pas d'eux. Mais par contre, qui dépensent un peu plus d'énergie à ce qui dépend d'eux en se disant, ah, ce qui dépend de moi, c'est ça, ça, ça. Qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je peux un peu améliorer ou comment on peut mener quelle réflexion pour, par rapport à ce qui dépend de nous, finalement, qu'on aille dans quelque chose peut-être de plus juste, de plus fin. Et ensuite, quand on a bien cheminé cette réflexion, je vous assure que, mais c'est impressionnant parce que c'est même beau à voir le cheminement entre le début de la situation qui pose problème et la fin, finalement, on dit quelle piste de réflexion possible parce que c'est pas moi qui les donne. La démarche éthique, c'est bien cheminer ensemble pour trouver finalement, ou en tous les cas, avoir des pistes possibles qu'on pourra envisager ensuite. Et là, les professionnels trouvent des pistes. Et je leur dis, voilà, demain, vous avez ces pistes, c'est à vous de les mettre en action et de dire, j'expérimente peut-être au fur et à mesure. Et peut-être qu'il y a une piste qu'ils auront trouvée qui fonctionnera pour une personne soignée, un résident, etc., qui ne fonctionnera pas pour une autre. Mais l'idée, c'est de se dire, nous avons réfléchi, on a émis des pistes et on essaye. Eh bien, ce qu'on fait là, enfin, en tous les cas, c'est un témoignage parce que là, ce qu'on fait pour les professionnels, nous pouvons le faire aussi pour une question de situation sur le management, en fait. Rien ne nous empêche de reprendre une situation problématique et de réfléchir ensemble avec un collectif, que ça soit, mais de différentes, c'est-à-dire pourquoi pas qu'il y ait un directeur, un cadre sup, enfin peu importe. Voilà, en tous les cas, des personnes concernées qui ont envie déjà, de s'écouter, d'accord, d'aller tous dans la même voie, d'oser parler, parce que c'est ça aussi, oser dire, ça ne veut pas dire qu'on va tous dans la même direction, mais en tous les cas, oser dire ce qu'on a à dire pour que demain, on envisage des pistes possibles qui seront la meilleure, enfin, qui nous semblent en tous les cas, les plus justes peut-être. C'est bien pour nous aider à avancer aussi. Mais pour ça, il faut établir de la confiance, pouvoir se dire, oui, je parle en toute liberté, ne pas se sentir jugé, ne pas se sentir non plus restreint parce qu'on va se dire, oh, je suis face à mon supérieur, j'ose pas dire ça, ça, ça. Vous voyez, il y a quand même des règles, finalement, je vais vous dire, éthiques, quand on organise ces temps de réflexion. Parce qu'il faut vraiment une confiance et se dire, la parole est libre, quoi. Et c'est que vraiment la question de demain, c'est on avance ensemble. Voilà. Je ne sais pas si Christelle, ça répond un peu. Bien sûr, c'est un échange. Alors moi, dans un premier temps, j'ai présenté donc la démarche en collège cadre et j'ai demandé de constituer un groupe de travail pour ceux qui souhaiteraient travailler à cette thématique. Et donc, je comptais un petit peu l'amener comme ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de candidats. Donc, je pense qu'il faut encore du temps pour que chacun peut-être se protège. Dans un premier temps, le fait de dire les choses, on est en collège cadre, il y a la direction des soins. Ça paraît peut-être compliqué aujourd'hui. Oui, il faut du temps et puis l'éthique, on part du principe que effectivement, enfin en tous les cas, moi je pars du principe que ça ne s'impose pas. Ouais, Voilà. Voilà, ça va se diffuser tranquillement et puis il y aura peut-être un premier événement que tu vas créer, tu vois, ou organiser, où il y aura quelques personnes et puis ensuite ça fera son écho avec un autre événement, etc. Et voilà. Donc l'effet un peu boule de neige, voilà. Mais il faut y croire, il faut avancer tranquillement, doucement mais sûrement. Ça ne sert à rien
de vouloir aller trop vite s'il n'y a pas les fondations, en fait. Hein. C'est Donc, ça. voilà, petit à petit, et voilà, ça diffuse. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein, on va y arriver. C'est ça. Merci. Madame Macar, excusez-moi, je voulais intervenir, éventuellement proposer des petites pistes, notamment quand on parle, c'est vrai qu'on manque de temps. En Mhm. fin de compte, alors ça c'est mon expérience cadre, voilà, depuis plusieurs années, où je me dis parfois il faut savoir aussi se dire qu'on fait des choix et Mhm. que si on a envie de mettre ça en place, bah, il faut s'attribuer du temps pour le faire. Ça peut être, au lieu de faire une réunion, alors je sais pas, ça dépend des services, mais si au lieu de faire une réunion, par exemple, une fois par mois dans le service, on peut se dire, bah, une fois sur 2, on le dédie à un moment éthique ou, comme vous disiez, proposer une situation qui peut ressembler un peu à un rétex. Mhm. Moi, je sais que c'est ce que je fais avec les cadres, en biologie, mais on peut aussi faire ça tout à fait avec les équipes. Mais il y a quelque chose sur lequel, enfin, vous aviez insisté, comme quoi c'était aussi, ça touchait les émotions. C'est vrai qu'il faut Mhm. verbaliser les émotions, et ça, aussi bien pour les cadres que pour les équipes, c'est quelque chose qui n'est pas évident et qui n'est pas forcément habituel, dans nos institutions. Et ça, je pense, ça peut freiner aussi un petit peu la démarche. Donc, effectivement, la confiance, elle a besoin vraiment d'être là. Mais, réussir à parler avec ses émotions, c'est peut-être que des cadres ne sont pas à l'aise aussi. C'est pour ça que Mhm. c'est peut-être un peu dur d'y aller, et il faut aussi que les équipes fassent suffisamment confiance pour effectivement, les exprimer, et qu'on puisse avancer sur des situations. Je trouvais ça, enfin voilà. Oui, oui, tout à fait, Madame Hubert, c'est tout à fait une belle piste en tous les cas de se dire on peut organiser notre temps et le prévoir tel qu'on prévoirait autre chose. Par rapport aux émotions, en fait, alors là, je parle en écho avec quand je fais mes temps de démarche éthique auprès des professionnels. Pour le coup, il y a pas, on n'impose pas le fait que chacun dise son émotion, en fait. Hein. La personne qui n'a pas envie de parler n'est pas obligée. Vous voyez, ça permet aussi peut-être que la personne commence à prendre le pouls, comme on dirait, enfin, comme on dit, euh, de l'ambiance générale, peut-être s'accorde du temps aussi. Voilà, on ne dit pas à chaque personne, qu'est-ce que tu as ressenti là. C'est vraiment quelle émotion en plus vous a procuré cette situation. Bon, je me rends compte que spontanément, presque par le WooClap, hein, par le WooClap, enfin le WooClap, donc c'est une plateforme où on peut mettre un mot. Ça évite parfois de lever la main et de dire je mets cette émotion et je le verbalise en fait. Et peut-être que ça libère peut-être plus la parole quand on utilise justement des plateformes où on n'est pas obligé de lever la main et dire moi j'ai ressenti ça, vous voyez. Peut-être que Mmh. c'est un moyen que les gens osent dire ce qu'ils pensent sans lever la main en disant c'est moi qui pense ça, vous voyez. Et après, il y a un échange collectif. Mais en tous les cas, il n'y a pas une obligation à ce que la personne, si elle ne se sent pas de parler, qu'elle parle et de ses émotions et de son problème, etc. Ça, c'est une condition quand même dans l'éthique. C'est comme on a le respect des uns et des autres, c'est de ne pas se sentir en obligation de. Voilà. En pratique, du coup, il faut bien le signifier au début Oui, d'un mais dès le départ, voilà, il exercice. faut en fait comme tout ce qu'on commence, enfin comme démarche, hein, que ça soit une réunion ou autre, dire le contexte en fait. Hein. Je sais pas, ça pourrait être, vous voyez, quand on fait de la simulation, simulation en santé, etc. Je sais que dans mon expérience auprès des étudiants, on disait non jugement, ce qui est dit dans la salle ne sort pas de la salle, vous voyez, chacun a la liberté de parole, voilà, on ne juge pas, bienveillance dans le regard. Vous voyez, il y a comme ça voilà, des éléments à rappeler en amont de ces temps-là, en fait, hein, pour que justement que chacun se sente en confiance, en sécurité et à l'aise pour parler. Et bien sûr, vous savez, la confiance, ça se travaille. Et ça, si chacun joue le jeu, et après va pas le colporter des choses le lendemain, le surlendemain ailleurs, en fait, de ce qui a pu se dire ou de comment c'était, mais vous verrez que
vous allez gagner votre équipe en confiance ou avec les autres personnes qui sont, puisque la fois d'après, ces personnes reviendront, ils se seront dit ah ben super, finalement on a pu faire avancer, en plus il n'y a pas eu de jugement, on voit qu'on peut parler, etc., qu'on est dans un échange. Et donc c'est comme ça aussi que petit à petit, vous allez semer des petites graines auprès de vos équipes, hein, que ce soit des équipes cadres, cadres sup, etc., mais des professionnels de santé. C'est vraiment, de façon, la question de l'humain, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à mener, puisqu'on a chacun nos propres personnalités, chacun nos vies personnelles, hein, nos vies professionnelles, notre vécu, nos humeurs du jour, entre guillemets, selon ce qui se passe dans la journée, hein, nos contrariétés, enfin bref, qui fait que par moment, ben, on va être plus ou moins accessible dans l'échange, la communication, l'information, en tous les cas, être plus ou moins disposé. Mais notre disposition ou notre non-disposition n'empêche pas qu'on doit quand même maintenir cette fibre d'humain à humain. Enfin, en tous les cas, ça, c'est une conviction que j'ai. C'est vraiment essayer de maintenir cette fibre bienveillante dans les rapports humains. Bien, merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. On a encore un peu de temps, hein, donc n'hésitez pas, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez tout à fait poser votre question à l'oral. Mais y a-t-il pas en fait une hésitation justement parce que la parole n'est pas libre et qu'il y a des enjeux personnels? Il y a des enjeux, des intérêts personnels qui font que quelquefois, les personnes ne se sentent pas libres d'aborder une problématique en pensant que ça va leur retomber dessus ou que la personne qui gère n'a pas, je dirais, l'ouverture d'esprit suffisante pour absorber l'idée. Alors, comment faire Oui, pour que justement ce leader se sente concerné par ce qu'on appelle, les Anglais appellent les soft skills dans le leadership? après, enfin, chaque dirigeant, cadre, etc., enfin, chaque manager a sa personnalité, hein, donc on ne peut pas non plus conditionner, enfin, je pense, En général, le cadre aussi est dans un dilemme éthique entre ce qu'on lui impose voilà, de déployer et ce qu'il pourrait réellement demander à son équipe, connaissant l'équipe à proximité, enfin, par rapport aux ordres. alors moi, j'encouragerais plus finalement à ce que j'appelais bon, ben, le post-New Public Management, hein, c'est la co-construction, le co-management, c'est-à-dire qu'à partir de, pourquoi pas, hein, de ce qu'on nous impose, entre guillemets, hein, ou ce que, en tous les cas, le cadre ressent comme imposé, être honnête envers son équipe en disant, ben voilà, il y a du changement, hein, il y a un changement à effectuer qui est ça, en fait, une honnêteté. Hein, je pense que si on a l'honnêteté et qu'on leur dit derrière, ben, comment vous voyez la construction de ce projet au regard voilà, de ces impératifs, hein, parce que c'est ça, hein, c'est de ces impératifs, hein, et qu'ils amènent finalement leurs réflexions, leurs idées. Vous savez, les pistes de réflexion qui viennent du terrain sont judicieuses, hein, même dans les dilemmes qui est des plus hauts en fait. Hein. Ils auraient certainement des pistes, en tous les cas, à proposer ou à partager. Et c'est ce que j'appelle la co-construction ou le co-management, en fait. Hein. C'est à partir de nos difficultés, nous, de managers du quotidien, comment, puisque finalement, demain, ça va concerner quand même les professionnels, hein, et ça va les concerner, comment on les implique à cette codécision. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont décider, mais à cette, voilà, en tous les cas, aux pistes possibles qu'ils vont proposer et que peut-être qu'ils seront retenus pour l'après, en fait. Je n'ai pas d'avis tout fait, hein. C'est vraiment un échange, mais peut-être qu'il faut partir aussi par rapport aux dilemmes managériaux, de partir sur des pistes que pourraient proposer les professionnels du terrain. D'ailleurs, pendant le Covid, on l'a vu, hein, nos dirigeants étaient un peu, voilà, hein, ben, comme tout le monde, hein, que ce soit au niveau national, etc. Hein, on n'avait pas vécu ça et finalement, comme il n'y avait pas de réponse toute faite, hein, beaucoup se sont appuyés sur les professionnels en disant, ben voilà, il nous arrive ça, qu'est-ce que vous proposez? Voyez, et les professionnels avaient des pistes très pertinentes et en fait, les dirigeants se sont souvent appuyés sur ces pistes-là pour avancer.
Alors, ça ne veut pas dire que, voilà, que tout est bon à faire de cette manière, mais en tous les cas, pourquoi pas prendre appui sur les professionnels, sur des questions aussi qui relèvent des organisations de santé, enfin, ou des organisations en général. Merci Angélique. Alors, je ne sais pas si je regarde dans le chat s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un veut... Vous pouvez, on a du temps, hein, quelqu'un peut lever la main et partager son expérience, son avis. Mais voilà, l'éthique, je reviens juste ça, mais l'éthique, c'est voilà, la démarche de réflexion et on voit bien que là, aujourd'hui, au travers de cette présentation, il n'y a pas de réponse toute faite et qu'on partage ensemble pour se dire quelles est finalement les pistes qui pourraient être la plus juste ou le possible au regard de problématiques. Disons, la plus adaptée à la situation donnée. Exactement, ça ne veut pas dire que cette piste, ce serait la même demain, après-demain, mais en tous Exactement. les cas, aujourd'hui, c'est celle qu'on envisage parce que, en plus, dans la démarche éthique, c'est voilà, c'est réfléchir ensemble pour trouver peut-être voilà une piste la plus judicieuse, la plus juste. C'est peut-être aussi en réfléchissant tous ensemble, la décision qu'on prendra. Finalement, on ne la porte pas non plus seule, vous voyez. Donc, c'est important de se dire, j'ai essayé d'examiner auprès des collègues ce qu'il était possible et de ne pas s'être auto-centré sur peut-être des pistes que nous, on n'aurait pas envisagées seuls. Donc, c'est important de s'ouvrir aussi vers les autres. Ça permet effectivement de voir plusieurs prismes pour une même problématique. Pas de questions? Je surveille le chat. Personne n'ose poser des questions. Ou alors c'était super clair, hein, Angélique. C'était clair. Donc, personne. Bon, ben, c'était très clair. Hein. S'il n'y a pas de questions, moi, je me suis permise de remettre un petit peu dans le fil de la conversation les différents événements à venir. Le colloque dont tu as parlé, Angélique, du GFR, ce qui va vraiment permettre d'approfondir un petit peu tous les axes que tu as donnés sur les organisations repensées et réinventées, éthiquement réinventées. Il y a un colloque aussi de l'espace éthique sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. On a pas mal d'autres événements qui arrivent avec Angélique, notamment dans le cadre du CHU. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot sur le Maastricht 3 peut-être. Oui, c'est 23, je crois. Non, 23 septembre, on fait donc on organise avec les REG une conférence sur Maastricht 3 avec donc le docteur Brunet qui a la tête finalement de ce temps de réflexion. En tous les cas, pour s'ouvrir encore sur la réflexion du don d'organes, d'organes et de tissus, ce qui est important d'envisager la réflexion. Y compris en pédiatrie aussi. Et notamment en pédiatrie, voilà, c'est ça. Donc, l'ouverture avec la question des enfants, voilà. Un autre événement, là, c'est jeudi, c'est sur la place des aidants, en institution, la place des aidants, voilà, quand il y a une entrée en institution d'un membre de la famille, et c'est loin d'être évident, ou même la place des aidants dans l'aide au quotidien. Donc là, c'est jeudi. Il y aura un autre événement en fin d'année, pareil, qui est davantage tourné sur la PMA. Voilà, quand le besoin d'enfant questionne l'éthique, en tous les cas. Donc là, ça sera porté plus donc par Béatrice Delépine. Ça sera en décembre. D'ici là, on vous redonnera l'information. Et puis, entre-temps, pour ma part, je poursuis les temps de réflexion éthique avec les professionnels en proximité, par l'intermédiaire aussi soit des professionnels qui m'interpellent, soit les équipes justement d'encadrement, les cadres où on réfléchit ensemble et qu'on se dit tiens, quel sujet on pourrait traiter, voilà, sur un temps d'1 heure, 1h15. Lundi prochain, par exemple, c'est en imagerie où on va se questionner sur la prise en charge de la personne âgée en imagerie, voilà. Et donc, c'est autant de sujets au quotidien qui nous animent. Il y a aussi au mois d'octobre, j'y pense tout particulièrement, mais un café éthique autour du sujet de la mort. Donc là, porté par une équipe d'EHPAD, notamment Sophie Doyard, une infirmière qui a écrit les scénarios. Là, on sera plus sur des scénettes. Voilà, donc il y a plein d'événements comme ça, des petits temps
Alors oui, on parlait de temps, mais je crois s'accorder ce temps-là de réflexion, c'est aussi se ressourcer, puisque derrière on dit quel est le sens, ben, c'est aussi se dire ben, ça prend du sens et on fait vivre finalement le quotidien. Et donc ça nous anime ou ça nous réanime finalement. Donc voilà, en tous les cas, prenez progressivement ces temps qui finalement pour moi ne sont pas une perte de temps, bien au contraire. Puisqu'on ravive un peu le sens de chacun dans le quotidien, hein, que ce soit le quotidien des soins, le quotidien du management, son quotidien, sa vie même personnelle, hein, ou professionnelle. En tous les cas, voilà ce que je souhaitais partager pour conclure en quelques mots. Merci en tous les cas, Amandine et Sahar, pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté et d'avoir su démontrer la place des émotions, l'importance de la place des émotions et de la diversité des approches. Et c'est vrai que là, par exemple, toutes les actualités qu'on est en train de mener, certaines ensemble et d'autres avec nos structures différenciées, montrent justement cette diversité d'approches et ce besoin de questionnement en interdisciplinarité. Alors, sur tout le territoire Champagne-Ardenne, mais il n'y a pas que ça, bien ailleurs. Et tu parlais de la vie pro, de la vie perso, et je pense que c'est vraiment des moments aussi qui appellent des questionnements. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, au plaisir de vous revoir sur d'autres événements. Merci beaucoup, Angélique. Merci, Amandine. Merci à tous ceux qui se sont connectés pour écouter Angélique sur cette thématique qui est très intéressante et qui reste à développer, à mon avis, pour un meilleur travail ensemble. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.